ski, etc., etc. Voilà, avant de nous séparer, Gaston Lenôtre nous a fait une formidable petite surprise et il va vous permettre, en notre compagnie et en compagnie de tous ceux qui préparent cette émission, techniciens, maquilleuses, journalistes, de couper la galette des rois avec 3 jours d'avance. Joseph Pauly, qui n'est jamais en reste, est venu d'ailleurs immédiatement nous retrouver en voisin, puisqu'il vous présentera dans un instant la dernière édition du journal de la rédaction. Alors, place au gâteau donc qui nous est offert par Gaston Lenôtre. Et tous les techniciens peuvent lâcher les caméras. Donc nous allons couper devant vous la galette des rois. Thierry Roland revient, il a attendu. C'est très très gentil. Alors que son chien attend. Alors que son chien attend. Eh oui. Et donc, messieurs, vous pouvez y aller, vous pouvez couper donc cette galette. On va apporter un morceau au chien. Hein. Et alors, moi, en ce qui me concerne, Joseph, j'ai 2 cadeaux à vous faire. Ah, bah ça me fait plaisir. D'abord, on aimerait vous élire roi, Joseph, parce que vous êtes vraiment le roi des présentateurs. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Et puis, deuxièmement, avec Bruno Mazur, on a pensé, vous avez souvent dit que vous aimeriez présenter le dernier journal avec un petit cache-nez. Alors, on vous met un petit cache-nez parce qu'il commence à faire un petit peu froid maintenant. Mais pas ici. On met le petit cache-nez. Et puis, très souvent, le soir, on sait aussi, Joseph, que vous avez des difficultés pour le dernier repas. Alors avec Bruno, on vous offre des pâtes. Hein, des pâtes, c'est 6 minutes dans l'eau bouillante. Et puis mais vous ce ne sont pâtes... pas des... Voilà. Et alors... ce ne sont pas des... Non, ce ne sont pas des... Bah, oui. Alors, Joseph, donc... Mais attendez, ce sera peut-être pas moi qui sera... Non, mais Joseph, je crois que vous allez être en retard pour votre journal. Oui. Alors, on va vous désigner roi, mais à une condition. Si vous me promettez de présenter le dernier journal avec la couronne sur la tête pour l'ouverture. Ça, je ne peux pas. C'est Vous ne pouvez pas. Ah non, c'est contraire aux instructions. Bon, on peut la mettre quand même ici. Ah bah là, si vous alors là, si vous donc, Joseph Pauly, voilà, merci de nous avoir suivis. Mais est-ce que je peux élire une reine? Oui. Hein? Oui. Bon, alors, Daniel. Oui, Daniel. Où est Daniel? Daniel est parti. Ah, elle est partie où? Bruno Mazur comme reine. Ah non, plutôt une femme. Daniel est parti. Joseph, dans un instant, donc dernier journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis en tous les cas. Et puis, pardonnez-nous l'incident qui vous a privé du tennis sur l'école de tennis soviétique. À dimanche prochain. Et n'oubliez pas les rendez-vous avec le service des sports de TF1 Téléski la semaine prochaine de midi à 1h. Auparavant, il y aura Automoto. Et puis, bien sûr, je vous retrouverai dans Sport dimanche soir. Bonsoir. Merci. La retraite, il n'y a que ça de vrai. Oh, on va vous regretter. Au revoir, monsieur. Monsieur, votre cadeau. C'est bien triste. Des plans d'épargne retraite écureuil. Pour continuer à vivre à l'aise. L'écureuil, l'ami financier. Je pensais que ça n'existait que dans les romans de Balzac, des gens de votre espèce. L'homme pressé fascine Mireille d'Arc. Vous mangez toujours aussi vite? Alain Delon tourbillonne, se passionne, collectionne, rien ne lui résiste. Et alors?
Parce que si vous êtes pressé, Sous le coup d'émotions fortes, l'homme pressé, sur la une. Ernest Lardy, accompagné de la caméra de Christine Sucave-Goldman et Jean-Pierre Cric, reprend le chemin des balles nègres, des nuits parisiennes années 30 et dévoile pour vous le roman de la Begin à 23h50. Mais tout de suite, le dernier journal vous est présenté par Joseph Poli. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En France, Charles Hernu demande la constitution d'une commission d'enquête sur la vente d'armes, sur les ventes d'armes illicites à l'Iran. C'était à 7/7 aujourd'hui. À l'étranger, les Israéliens ont décidé l'expulsion de 9 Palestiniens qu'ils considèrent comme des meneurs, tandis que les raids lancés par l'armée au Liban font 21 morts. Michel Chevalet fera avec nous le bilan de l'année scientifique. Et enfin, nous verrons un reportage de Jacques Barbeau sur la célèbre organiste Rhoda Scott. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Les autorités israéliennes ont décidé d'expulser 9 Palestiniens qu'ils considèrent comme des fauteurs de troubles. Expulsés on ne sait pas trop où, puisqu'aucun pays n'en veut pour l'instant. C'est l'événement de la journée. Yasser Arafat a déjà protesté avec vigueur. En revanche, 186 prisonniers palestiniens ont été libérés. Par ailleurs, un raid de l'armée israélienne au sud Liban a fait 21 morts dans la montagne du Chouf. Le récit de la journée, Véronique Lafont. Cette décision d'expulsion n'est pas une surprise. Il y a quelques jours, les autorités israéliennes avaient laissé entendre qu'elles ne céderaient pas aux pressions, notamment à celles de leur grand allié américain. Le seul point d'interrogation était le nombre. La mesure touche 9 Palestiniens considérés comme les meneurs des récents troubles en Cisjordanie et à Gaza. Les expulsions ne seront pas immédiates. Les 9 Palestiniens ont le droit de faire appel devant la Haute Cour de justice d'Israël. Une procédure qui peut durer des semaines, voire des mois. Mais en même temps qu'elle annonçait ces expulsions, l'armée israélienne faisait un geste de bonne volonté avec la libération de 186 des 1200 Palestiniens arrêtés au cours des violences de ces dernières semaines. Une libération sans jugement contre l'engagement des prisonniers de ne pas participer à d'autres mouvements anti-israéliens. Ces deux mesures, l'une répressive, l'autre libérale, ont un double objectif. Permettre un retour à une vie normale dans les territoires occupés et prévenir la répétition des violences qui ont surpris Israël en décembre dernier. Mais une bavure de taille est intervenue aujourd'hui. Au nord de Jérusalem, une jeune Palestinienne a été tuée par balle par un garde aux frontières israélien qui poursuivait un manifestant. Le soldat et le responsable de son unité ont été immédiatement inculpés et une enquête a été ouverte. Hier soir, l'armée israélienne a effectué un raid aérien au sud Liban sur des positions palestiniennes et druzes. Bilan, plus de 20 morts et une trentaine de blessés. C'est le premier depuis le début de l'année et il intervient plus d'un mois après l'attaque en ULM par des Palestiniens d'un camp militaire israélien. 6 soldats avaient été tués et 8 autres blessés. Nous avons vu arriver hier à Beyrouth le président de l'association de solidarité franco-arabe, Lucien Bitterlin, qui sert plus ou moins d'intermédiaire entre le Fatah et la famille des 2 petites fillettes qui ont été enlevées en novembre sur un bateau au large d'Israël. Alors il a quitté Beyrouth et semble relativement optimiste. Écoutez-le. Je n'ai pas pu les voir, mais j'ai parlé très longuement avec les responsables du FAT, Conseil révolutionnaire, à ce sujet-là, qui m'ont confirmé que pour des raisons humanitaires, ils souhaitaient que les filles soient transférées vers la France le plus rapidement possible, ou plus tard à la fin du mois de janvier, et qu'elles soient transférées donc en toute sécurité. Est-ce qu'ils vont rassurer sur l'état de santé des 2 fillettes? Et alors, l'état de santé des enfants, comme des autres passagers, est satisfaisant, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Pour rassurer les familles, d'après ce qui m'a été dit, il n'y a aucune difficulté, simplement que les passagers adultes sont toujours considérés comme suspects. Enfin, c'est ce qui m'est dit par le FAT, Conseil révolutionnaire. On se demande si l'accident d'avion qui a eu lieu hier en Turquie, près de l'aéroport d'Izmir, n'a pas été provoqué par un attentat. On a cru au départ que les mauvaises conditions de sécurité sur cet aéroport étaient la raison de la catastrophe. On se pose maintenant des questions. Brigitte Garambois se les pose. 19h22 hier soir, dernier contact radio du pilote avec les aiguilleurs du ciel.
40 minutes plus tard, l'avion, un Boeing 737, s'écrase. Il a amorcé sa descente sur l'aéroport d'Izmir, à l'ouest de la Turquie. À bord, 11 passagers, des Turcs travaillant en Allemagne de l'Ouest et 5 membres d'équipage, tous de nationalité ouest-allemande. Aucun n'a survécu à l'accident. Alors, que s'est-il passé ? Ce soir, la Turquie avance l'hypothèse d'un attentat. Des villageois auraient vu l'appareil exploser en vol. La presse, elle, met en cause les conditions météorologiques. Il pleuvait beaucoup hier soir et surtout les insuffisances techniques de l'aéroport. Ce ne serait pas la première fois que des difficultés d'atterrissage s'y présentent. En fait, seule la fameuse boîte noire permettra peut-être de savoir ce qui s'est réellement passé. Revenons en France, on a appris ce soir que les signataires du texte des 7 grands pays industrialisés, ce que l'on appelle le G7, ont mis au point une clause secrète qui devrait permettre aux banques centrales d'éviter une nouvelle baisse du dollar. C'est Édouard Balladur qui a fait cette révélation dans une déclaration à la tribune de l'Expansion qui paraîtra demain. La baisse du dollar sera bien évidemment le sujet de la semaine sur le plan économique et vous aurez droit sur ce problème à votre beau char quotidien. Par ailleurs, à partir de mardi prochain, le tarif du téléphone interurbain va baisser de 7%, tout simplement parce que l'on va rallonger la durée de l'impulsion de 13 à 14 secondes. Politique, Charles Hernu était l'invité ce soir d'Anne Sinclair à 7/7. Il a évoqué les fameuses affaires, entre guillemets, et en particulier les exportations d'armes vers l'Iran. Et là-dessus, il a demandé la constitution d'une commission d'enquête. Écoutons Charles Hernu. Allez, du calme, hein. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre, M. Jacques Chirac, crée une commission d'enquête portant sur les 10 ans de 1977-78 jusqu'à nos jours sur toutes les exportations à destination de l'Iran. De cette façon-là, on verrait bien que ce n'est pas seulement des socialistes qui sont visés, mais que l'enquête, alors, serait impartiale. Or, aujourd'hui, elle ne l'est pas, on ne cherche pas la vérité. Je ne sais pas s'il y a eu des fausses factures. Est-ce qu'il y a eu des aides ? Je crois que l'enquête l'a prouvé qu'il y a eu des fausses factures. Oui. Pour l'instant, il y a un magistrat qui s'occupe de ça, il y en a même 2. Il y a eu des aides d'un certain nombre d'entreprises, mais tous les partis en bénéficient. Moi, je trouve anormal et immoral, c'est ça qui est immoral, que pendant que dans le bureau du Premier ministre, on parle à la demande du président de la République et que l'on en parle d'une façon très, très agréable, d'une loi qui sera acceptée par tous sur le financement des partis, on puisse parallèlement mener ce genre d'attaque contre le Parti socialiste. Ça, c'est pas sérieux. Alors attendons que la loi soit votée, puis on verra bien. Claude Maluret, le secrétaire d'État aux droits de l'homme, a parlé au grand jury RTL Le Monde de l'expulsion des Iraniens hostiles à Roménie. Seul, a-t-il dit, le ministre de l'Intérieur est qualifié pour décider de l'opportunité de ces expulsions. S'il l'a fait, ajoutait Claude Maluret, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et d'ailleurs, Claude Maluret n'a pas caché qu'il s'expliquera ces jours-ci devant la Commission des droits de l'homme. À Lyon, un centre d'accueil, si je puis dire, pour les hommes violents vient d'être créé. Il ne s'agit pas de les punir ou de les menacer de quoi que ce soit, mais au contraire, d'essayer de les comprendre pour qu'ils puissent se maîtriser. Jean-Marie Delot nous parle de cette initiative qui d'ailleurs va être étendue à d'autres villes. Sociologues, psychologues ou éducateurs, ils sont 6 à avoir créé la première structure d'accueil pour hommes violents dans les locaux du planning familial de Villeurbanne. Par téléphone, puis lors d'une visite, ils essaieront de faire comprendre à celui qui frappe sa femme ou ses enfants pourquoi il en est arrivé là. Jusqu'à présent, la solution n'était que pénale. Permettre un lieu de parole aux gens, c'est éviter de les contraindre ou de les limiter à une solution de punition. La violence n'est pas une maladie, c'est un comportement peut-être aberrant, insensé. Le tout, c'est de donner aux gens la possibilité de mettre un sens, de retrouver un sens à la violence. En France, un couple sur 7 connaîtrait des problèmes de violence. S'appuyant sur une expérience québécoise, les bénévoles de recherche et intervention masculine veulent que les hommes violents modifient leur comportement. C'est simple, nous on dit aux hommes violents, c'est possible de changer, il faut venir nous voir, on a une permanence, 2 heures par semaine pour l'instant, et à partir de là, on propose des entretiens et un groupe de travail avec d'autres hommes violents. Depuis la création du centre, si les appels téléphoniques sont fréquents, en revanche, ils sont encore très peu à se présenter et à se confier à l'équipe spécialisée. La démarche du premier entretien est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. La violence devait amener l'autre à casser, à plier et à partir. C'est vrai que je l'ai pris dans la gueule parce que je me suis demandé ce qui m'arrivait par rapport à ça. J'étais très très mal par rapport à cette violence et je me rappelle des choses où vraiment, après des moments comme ça durs, où j'étais complètement prostré, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Les responsables du RIM souhaitent obtenir prochainement des subventions ministérielles. D'autres centres vont s'ouvrir au mois de février à Paris et à Marseille.
Michel Chevalet, vous êtes le roi des journalistes scientifiques, voilà votre couronne. Nous allons faire avec vous un petit peu le bilan, un bilan rapide de tout ce qui s'est passé dans votre domaine, et Dieu sait si s'en est passé en 87, car ça a été une année très riche. Une bonne cuvée. Une bonne cuvée. Alors l'espace, d'abord, il n'y a pas eu de drame. Challenger, c'était l'année précédente, il n'y a pas eu de drame, mais il y a eu de bonnes choses. Il y a eu une bonne chose, on va regarder ça tout de suite en images. Ça a été après, disons, un peu plus d'un an d'arrêt, le nouveau départ de la fusée Ariane. On l'attendait, mais vraiment un sans faute, du très très bon travail. Et puis les ministres européens se sont réunis à La Haye, et l'Europe a décidé de rentrer bel et bien dans l'espace avec 3 gros programmes: la fusée Ariane 5, Hermès, la petite navette, et puis une petite station orbitale, Columbus. Reste tout de même à résoudre de gros problèmes entre l'Europe et les États-Unis pour savoir si là-haut on n'aura pas qu'un strapontin. Et puis, vous le voyez, là ça a été le triomphe des Soviétiques avec le vol record de 236 jours dans l'espace. Ici c'est Alexandrov, voilà Romanenko, alors qu'il était à bord de Mir et qu'il nous donnait une interview en direct dans notre journal de 20h. Côté américain, eh bien c'est pas folichon. Ils ont tenté, je dis bien tenté, de lancer une fusée Thor Delta, et regardez ce qu'il est advenu. Elle s'est épluchée en vol. Ils ont fait la même chose avec une fusée Titan. Bref, l'Amérique, faute de navettes, a ressorti ses fusées et elle a bel et bien perdu la main, et le prochain vol de la navette est repoussé très loin. Côté astronomie, regardez ce petit point brillant dans les nuages de Magellan. Et oui, les astronomes ont vu pour la première fois l'agonie en direct d'une étoile. C'est un événement extrêmement important qui permet de comprendre le processus d'évolution des étoiles, avec comme autre information également, les Européens ont voté les crédits nécessaires à la construction d'un grand télescope géant qui sera au Chili, à la Silla, à 3800 mètres d'altitude. Oui. Donc vous voyez, ça avance. Oui, il y a eu un petit échec tout de même, c'est le satellite lancé par Ariane qui a eu des problèmes avec ses panneaux solaires. Voilà, Ariane a très bien fonctionné, mais malheureusement, l'un des panneaux solaires n'est pas déployé. Je crois qu'on est guère optimiste maintenant à l'aérospatiale pour tenter de le sauver. C'est lourd de conséquences, ça veut dire que le programme de satellite ne sera pas opérationnel. Ça veut dire que derrière ce programme de satellite, il y a la télévision directe par satellite, avec la nouvelle norme européenne D2 Mac. Donc vous voyez, pour 2 petits verrous, pour une poignée de dollars, je crois que ça va être très lourd de conséquences. Alors, deuxième chapitre, les nouveaux matériaux. Oui, nouveaux matériaux, on vous a beaucoup parlé, et d'ailleurs les 2 prix Nobel de physique ont couronné les découvertes dans le domaine de la supraconductivité. Vous la connaissez cette expérience, ces matériaux supraconducteurs, quand on les trempe dans l'azote liquide, regardez ces images. Vous allez voir, ça reproduit l'effet Messner, c'est-à-dire une lévitation. Le petit aimant flotte sur une pastille supraconductrice, c'est-à-dire une substance qui perd sa résistance électrique, n'offre plus aucune résistance au passage du courant. Avec ça, on peut faire des aimants extrêmement puissants, des moteurs électriques très performants et des ordinateurs ultra rapides. La première application, eh bien, c'est au CERN à Genève. Vous savez, on construit une machine gigantesque, elle a été inaugurée cette année par le président de la République, je dirais l'année dernière. Et c'est une machine, c'est un grand tunnel de 22 km de long dans lequel on fait tourner à la vitesse de lumière des particules pour casser les atomes et comprendre leur structure. Toujours au niveau de la matière, Superphénix, vous voyez, des ennuis. Cette fois-ci, elle est bel et bien arrêtée. Voici l'intérieur de la centrale. Ce n'est pas une panne, je dirais, nucléaire. C'est une panne mécanique. C'est une fuite de sodium décelée au niveau du barillet. Le barillet, c'est la petite cuve que vous voyez sur le côté de la grande cuve. C'est en quelque sorte le réservoir d'essence de la voiture. Le voici, ce barillet. Et comme il y a un défaut sur les soudures, eh bien, il va falloir le démonter, le changer. Et ça va tout de même coûter 40 millions de francs. Et puis là, je vous ai mis une petite rétrospective technologique. Tout de même, une belle performance par-delà à la catastrophe. C'est la manière dont, avec 2 barges, des caves et 2 grues, on a tiré et soulevé le Free of Enterprise qui était couché sur le côté. Vous voyez la taille des moufles, les câbles faisaient 10 cm de diamètre. Il faut reconnaître, c'est une grande performance technologique à mettre à l'actif des Hollandais, la Speedtac, qui sont très forts dans ce genre de domaine et qui ont redressé le bateau qui, je crois, maintenant a de gros problèmes. Il dérive au large du Cap. Il a rompu 2 fois ses amarres. Oui, mais on l'a récupéré aujourd'hui. Il l'a récupéré, il va finir chantier à la casse. Et puis, ne l'oublions pas, toujours au chapitre des bateaux, c'est tout de même l'exploit d'une technologie française, le Nautile, qui est descendu sur le Titanic à 3800 mètres de profondeur
Il s'est posé à côté de la coque, sur la coque, et à l'aide d'un petit sous-marin Alvin, avec un câble de 70 mètres de long, eh bien, il a procédé à une exploration. Et avec ses deux pinces, il a été à la pêche, en quelque sorte, au trésor de ce Titanic qui restera, je crois, on n'y retourne, pas d'y retourner, vous avez le prix de l'opération. Ces images étonnantes, vous voyez, de bites d'amarrage transformées en champignons, et puis là, du bastingage qui, dans le remous des délices, finit sous un fleuve de rouille. Au fond, quand on voit ce bilan, on pense que nous ne sommes pas mal placés du tout. Ah mais c'est ça que vous voyez dans les informations qu'on vous donne, hormis le côté